Bonjour a Anna Maria, Anna Cristi e Wiener Sosa. Après, je me demanderai qui était Anna Maria. Et il est psychanalyste à Paris et nous posons des questions autour de sa recherche et de son expérience analytique. Une première question, c'est quel est donc, en lisant les livres que tu as écrits, la dimension de la vérité et la fonction de l'écriture dans l'enseignement de Lacan, et quelle est la dimension de la vérité dans une analyse pour chacun? Et bon, est-ce que tu m'écoutes bien? Oui, Ah, d'accord. Bon, en premier lieu, je voudrais te remercier pour l'invitation. J'ai dû enlever un peu la poussière du livre et me mettre à penser certaines choses. Et d'autre part, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui m'écoutent au cas où j'aurais des erreurs avec la langue française ou sa prononciation. Bon, je vais répondre. Bon, en principe, je crois que tous les livres traitent des élans, ou du moins les deux premiers chapitres. Je trouve intéressant que tu termines avec la deuxième question. Est-ce que la dimension de la vérité est elle, celle de l'enseignement de Lacan? Parce que, en réalité, cela ouvre une autre question très importante qui est celle de la reconnaissance dans l'enseignement. Il y a un article que j'écris autrefois sur la transmission dans lequel je propose que ce qui se transmet n'est pas volontaire. Alors, mon premier livre vise donc à transmettre l'impact initial qui a eu sur moi l'enseignement de Lacan. Et ce que j'ai découvert au cours de ce parcours fut merveilleux. J'ai réalisé qu'écrire en psychanalyse relève de l'effort de lecture que nous, analysons, effectuons sur la psychanalyse elle-même. Pour le dire simplement, écrire, c'est développer un savoir sur l'opérativité des concepts psychanalytiques. Et c'est un travail que chaque psychanalyste peut faire. Bon, en répondant à la question de la dimension de la vérité, pourquoi est-ce que je parle de dimension? Depuis le début de son enseignement, Lacan s'interroge sur la valeur de la parole, surtout parce que cette parole produit des effets par les biais du transfert. Alors, la dimension, en termes généraux, indique le nombre de coordonnées indépendants qui permet de localiser un point dans l'espace. On peut penser que pour les discours de la psychanalyse, ces points est la division subjective et se produit à partir de deux signifiants. Alors, on pourrait penser que la dite mention, comme Lacan l'appelle, comme Lacan le dit, la dite mention inclus, de la parole est deux, parce que dans la dimension 2, qui est le plan, on requiert deux coordonnées pour localiser un point. Ainsi, en dimension 3, on en requiert trois. Mais Lacan dit que le sujet de la psychanalyse est toujours entre deux et trois dimensions. Par exemple, on pourrait penser que la troisième coordonnée est le transfert. Mais quand la coupure se produit, la coupure de la division subjective, il s'agit seulement de deux signifiants. C'est de cela que j'essaie de rendre compte en construisant un schéma des questions propres à la dimension de la vérité en psychanalyse, comme par exemple l'énigme, les mensonges, la fiction, les fantasmes, les mythes, l'inconsistance, l'acte et le plus intéressant, la rencontre.
Oui, une autre question. Il, nous affrontons des choses très difficiles aussi. Et quel est l'effet de la vérité dans la cure, dans l'analyse, selon toi? L'aspect Euh, plus important de cet événement comme effet? bon, et c'est de cela qui traite le deuxième chapitre. Je l'ai travaillé à partir du fantasme. Et depuis cette structure, la structure du fantasme, l'effet de la vérité et la perte de l'objet. Je me réfère à la perte structurelle que l'appelle dans le séminaire, Lacan l'appelle dans le séminaire de la logique du fantasme, Verwerfung de l'être. Verwerfung qui est un mot freudien. Les rejets fondamentaux, dit Freud. Euh, alors, Verwerfung de l'être, c'est-à-dire la perte structurelle, c'est très, très complexe. C'est un propos de Lacan très, très complexe. Je crois que nous, psychanalystes, nous nous remplissons la bouche en répétant que la psychanalyse est une antimétaphysique ou que Lacan rejette toute ontologie, mais nous n'arrivons pas vraiment à saisir les implications de cette proposition de Lacan. Et je crois que quelque chose de cela peut apprendre à travers la topologie. La métaphysique elle-même est construite, et c'est ce qui dit Pierre Aubin, un spécialiste d'Aristote. Il dit que la métaphysique elle-même est construite sur un trou ou un impossible qui est la question de l'être. Pierre Aubin dit que face à la question qu'est-ce que c'est l'être, une question propre à la métaphysique, euh, l'histoire de la métaphysique, c'est écrit comme la substitution de cette question sur les sujets-d'année de l'être. Ainsi, l'être est le temps ou Dieu, etc. Eh bien, Lacan se rend compte que la substitution face à l'impossible est une axiome sur la jouissance. Et c'est là le fantasme. En ce sens, l'effet par excellence de la vérité est de ramener cet axiome fantasmatique à ses racines logiques. La jouissance, qui sont la jouissance ne se dit pas d'un sujet, ni appartient pas à aucun sujet. C'est une autre manière de parler de la castration. Lacan travaille dans les séminaires sur les fantasmes. L'intérieur est beaucoup plus riche, si on est beaucoup plus riche, au moins à mon avis, et si on les lit en termes topologiques. Et voilà, nous avons l'écrit l'étourdi. On écrit merveilleux sur les effets de la vérité et de l'interprétation. Dans mon livre, j'ai fait un développement que j'appelle subversion topologique, où j'essaie de rendre compte du mouvement que propose Lacan et qui va du tort à la bande de Möbius. Ces mouvements sous-entendent un reste qui est l'existence de l'objet. Oui, et tu as déjà introduit ma question, c'est-à-dire pourquoi se tenir à l'enseignement topologique de Lacan. Et je pose la question d'une autre façon alors. Et comment, disons, les mots dans chaque analyse, les mots de l'analysant, il intervient et s'il y a ce besoin-là, disons, de l'entendre topologiquement, et il pourrait même échapper à ces questions. C'est-à-dire chacun a une linguistique
à lui-même, c'est, c'est, c'est pas facile. C'est-à-dire, et Bon, pour bon, je pense que ces questions, la c'est déjà topologie, répondu. c'est ça. La topologie et la logique sur Lacan ouvre euh, une possibilité non ontologique pour la vérité et pour le sujet. Et si on veut, la topologie même ouvre euh, en dehors de la théologie la possibilité pour, euh, pour disons, saisir, si possible, question très difficile, comme par exemple la nomination, les pairs, la pluralisation du nombre de pairs, la pluralisation de la jouissance. Et dans ça, c'est quelle la force de l'écriture de la vérité? C'est-à-dire que cette modalité est- trouve, non? C'est-à-dire, c'est notre aspect, non? Le fait que ces choses-là s'écrivent. Oh oui. Bon, on pourra penser, les livres s'appellent La dimension de la vérité et la fonction de l'écriture dans l'enseignement de Jacques Lacan. Eh bien, plus que la force de l'écriture de la vérité, parce que la vérité, je la situe plutôt dans la parole, il me semble que la force ou la délicatesse se trouve dans la réécriture du père, ou dit en d'autres termes, dans la correction de l'objet, qui est une autre chose pour laquelle on peut nous servir de la topologie pour corriger, pour la correction de l'objet, dit Lacan. Euh, C'est-à-dire que les livres posent que les effets de la vérité ou de la castration qui ont lieu dans la lecture du symptôme sont d'écriture, parce que l'écriture, comme le dit Lacan aussi, est la répercussion de la parole. L'écriture, je l'ai travaillée comme une fonction de retenir et une fonction de l'être. On peut penser si ça euh, peut être la dissolution du symptôme. Euh, mais bon, on peut dire que la dissolution du symptôme, ou au moins la représentation du symptôme, est un effet thérapeutique presque immédiat de prendre la parole. Mais on ne peut pas faire la dissolution du symptôme. Euh, En principe, parce que les symptômes soutiennent la structure. C'est ce qu'il dit en 76, Lacan. Mais s'il y a, réécriture, mais il y a une réécriture du père en analyse, c'est-à-dire il y a des modifications. Et, par exemple, la réécriture du père, euh, la réécriture du symptôme, parce que, bon, les pères, les symptômes, peut être presque la même chose, non? Et, et bon, Oui, on continue avec nos questions. Et donc, et c'est la question là que je pose. Ce sont toujours des questions de grand intérêt. Et c'est de la topologie comme arrêt. Disons que la recherche de Lacan
elle a mené à passer de la topologie des schémas, disons même, de ces dessins comme illustration à d'affirmer que la topologie est le réel même de Mhm. de l'analyse. Voilà, c'est comment tu lis Dans les livres, je montre comme la réécriture du père, c'est se peut saisir, se peut apprendre à partir euh, d'une correction de l'objet neutre. Euh, Plus que comme réel, chose que Lacan affirmait, il me semble que la topologie nous montre les fonctionnements de certaines structures, comme le fonctionnement du fantasme avec le nœud de Whitehead, ou la pluralisation des jouissances et ce qui existe à chaque jouissance. C'est-à-dire que la topologie n'est pas un ajout au concept, mais qu'elle est interne au concept eux-mêmes. la vérité arrive dans l'ordre de la logique signifiante. Mais Pardon? cette réécriture, la vérité, je pose comme une question qui était aussi pour les mathématiciens. La vérité est donc logique, comme théorisait Tarski. Il y a quelque chose de ça, ou Ah, c'est l'envers? bon, bien sûr, à travers la parole, parce qu'elle dénote la posture du sujet dans le langage, la parole même. La vérité est intimement liée à la logique signifiant. Et cette dernière, la logique signifiant, à l'énigme et au mensonge. Tout mentionne Tarski. Il a été situé, on pourrait dire, comme faisant partie de la théorie déflationniste de la vérité. Selon cette théorie, on ne peut pas définir ce qui sous-entend la nature de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une propriété que je puisse appliquer aux phrases pour dire pourquoi elles sont vraies. Alors, chaque phrase détermine sa propre condition de vérité. Cette sorte d'absurde s'exprime sur l'équivalence de la biconditionnalité. Par exemple, j'habite à Paris si et seulement si j'habite à Paris. L'extension de la vérité est celle-là. Elle n'a rien à voir avec les champs sémantiques qui s'est produit, au moins pour Tarski. C'est l'intérieur, Tarski les formalise avec l'adéquation matérielle qu'il appelait T. J'écris ici, par exemple, T dit que S est vrai si et seulement si P. Et bon, et j'ai fait l'effort de traduire cela en termes psychanalytiques et je pense que, par exemple, on pourrait traduire comme ça, par exemple, phi, parce que c'est une condition matérielle et la condition matérielle de tout signifiant, c'est le phallus. C'est-à-dire que phi montre que x, euh, c'est vrai si et seulement si x. Qu'est-ce que cela veut dire? Les signifiants qui satisfont la fonction phallique correspondent à n'importe quel signifiant. Or, ces signifiants et les signifiants de la castration, c'est qu'impliquent au moins deux choses. Que l'objet et la valeur attributive sont radicalement différents. C'est une question freudienne. On peut attribuer une valeur phallique à quelques objets, mais ils seront toujours différents. La valeur qu'on attribue est l'objet. Euh, C'est-à-dire que le phallus est un vêtement de l'objet. Il n'est pas l'objet. Et deuxièmement,
de ce qui précède, découle, Lacan, que la vérité ne se dit pas toute, et cette limite de la vérité est réelle depuis la logique du signifiant. Euh, C'est-à-dire les phallus ne s'adoptent que par les par l'être, mais personne ne l'est, ni n'est là. Et c'est là l'exercice même de la parole en psychanalyse. C'est-à-dire qu'on prend certaines choses de la logique, d'autres logiques, mais il y a une logique interne qui est psychanalytique euh, et qui est rapportée à la logique du signifiant, euh, la métaphore et la métonymie. Donc, nous avons, qu'on trouve dans qui a la recherche autour de la topologie. C'est même, ce sont des livres, ce sont des chapitres. Je vais les résumer dans la formule, la topologie du sujet. Il, et- mais alors, comme ça, pourquoi ces besoins du sujet? C'est presque pas un Freud. Une seule fois, on utilise les mots où il se pose la question de l'objet un instant après. Comment peut être le jeu, être et objet et non plus sujet. La- oui, la question c'est autour alors, topologie, c'est géométrie. Pourrait être également la géométrie de la vie. Ça pourrait être une réduction géométrique, topologique de la vie. C'est un risque qu'il y a dans cette approche. Et donc, c'est cette persistance de la notion, c'est sur la persistance de la notion des sujets que je te questionne avec les mots de topologie du sujet. Ne te questionne pas les sujets. Il semble aller de soi, et divisé, pas divisé, mais et- dans les timons, c'est que est jeté, non? Est jeté en bas, non? Subjectum, non? Il, ouais, ça te pose pas quelques questions, ce n'est pas une question ouverte encore. Ou la topologie du sujet, c'est quelque chose d'hyper acquis dans l'analyse lacanienne, pour le moins. Mais presque toutes les doctrines, sinon toutes les doctrines, euh, font référence à cet sujet qui est, euh, je sais pas les mots, maintenant ça me vient lien, il vincolo, je sais pas les mots maintenant, je suis en train de penser en italien, mais enfin, je reprends la formule de Lacan pour le dire, non? Cette formule que c'est insignifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Ce n'est pas un cas que ce signifiant-là, il l'appelle une chaîne signifiante, c'est-à-dire il est enchaîné ce sujet. Et la dimension de la vérité pourrait déboucher sur le fait qu'il n'y a pas de chaîne. Il n'y a Autrement, pas de c'est chaîne. toujours, comment dire, il y aurait une petite marge, je sais pas, un petit écart, mais il resterait toujours lié à une chaîne, ce sujet, s'il existe la chaîne signifiante. Et Bon, pas que les mots soient bon, plus arbitraires que ça. c'est son question que Lacan a modifié. À partir du séminaire, Le nom du père, par exemple, il laisse tomber le sujet de la chaîne signifiant. Il laisse tomber ça. Et il commence à parler de la vérité dans un autre sens. La vérité poétique qui a en effet des trous et un effet des sens, par exemple. Mais le livre, se rapproche à un autre moment, à le moment du sujet de la chaîne signifiant, si on veut, si on veut. Dans ce sens, la vérité a besoin de ces chaînes et ce que Lacan montre, que je travaille dans le livre, c'est qu'est-ce que cela veut dire
qu'est-ce que cela veut dire, les signifiants, c'est-à-dire que qu'est-ce que cela veut dire qu'un signifiant ne signifie pas aucune chose. Euh, Parce qu'il y a une logique interne euh, qui est travaillée dans Lacan avec l'axiome de spécification qui travaille dans deux séminaires au moins, les séminaires de la logique du fantasme et après les séminaires d'un autre l'autre. Il travaille cet axiome qui est très important, qui parle, euh, qui nous montre comment est les fonctionnements de signifiant à partir de la logique d'ensemble. Oui, je passe à la dernière question, disons, c'est autour de la suite en cours de ta recherche. Comment dans la suite arrive cet intérêt et ces questions et du prochain livre, c'est-à-dire celle de l'infini et de Dieu, et toujours, il me semble, comme question dans l'enseignement de Lacan. Oui. Voilà. Euh, bon, euh, je voudrais commencer à répondre avec une citation de Borges qui décrit très bien ma situation face à l'infini. C'est la suivante. Les seuls mots infinis, mots, et ensuite concepts de désarroi que nous avons engendrés avec témérité et qui, une fois admis dans une pensée, explose et la tout. C'est une bonne citation pour moi parce que décrit très bien ce que je sens, ce qui m'interpelle de l'infini. Quand j'écris les livres sur la dimension de la vérité et la fonction de l'écriture, j'ai eu l'impression que j'avais beaucoup parlé de logique et qu'il me manquait de traiter plus à fond certaines questions philosophiques. Ensuite, je suis entrée dans la chaire euh, pour donner des cours de philosophie. Je me souviens qu'un jour, le chef des chaires m'appelait et m'a proposé de donner un cours intensif d'hiver. J'avais un week-end seulement pour préparer 16 heures de philosophie par semaine pendant un mois et demi. C'est fou, une expérience qui m'a bouleversée à bien des égards. J'ai énormément étudié et en plus, je me suis souvenu qu'une grande partie de la formation de Hegel avait à voir avec la préparation de ces cours en philosophie. Et, et tu sais quoi? Je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans les programmes de la chaire et, et que c'était la philosophie médiévale qui est très laissé de côté en général dans les programmes de philosophie. Heidegger lui-même simplifie trop tout ce qui concerne à la philosophie médiévale. Tout cela était déjà traversé par la lecture des deux séminaires de Lacan, Un cœur et les noms du père. Et les noms du père, pardon. J'ai suivi près de trois cours de mathématiques. Et en plus, j'ai suivi près de trois cours de mathématiques pour étudier les concepts de compacité chez Lacan. J'écris là-dessus. La compacité m'a fait rappeler combien l'infini est intéressant pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça m'amuse et ça m'interpelle. Dans mon premier livre, j'ai trait la question de l'infini et du père.
à partir du concept de Lacan, comme trait unir et comme trait union. L'infini dénombrable et les non dénombrables. Lacan savait très bien ces choses. Il suffit d'ouvrir les séminaires ou pire, mais il y a un autre terme qui est les connexes et qui a aussi à voir avec l'infini. Les connexes, Lacan le travail dans les séminaires, le nombre de pairs. Disons qu'il y a différents types d'infini et c'est quelque chose de présent dans plusieurs concepts psychanalytiques. D'autre part, le troisième chapitre de mon premier livre, euh, pour moi, c'est le meilleur, le plus intéressant. Et il est sur les pères. Je suis restée piquée par la question. Et c'est ainsi qu'a surgi le deuxième livre. Or, les questions en relation au père sont traversées par les questions sur Dieu. Par exemple, la nomination, les jouissances, la génération, les verbes. Je ne vais pas dévoiler les conclusions auxquelles j'arrive dans mon deuxième livre, qui est en train d'édition, mais je rappelle seulement que pour Lacan, Dieu est inconscient. Et j'ajoute, inconscient à être lu. Bien, nous, nous irons à poursuivre ces conversations avec d'autres entretiens plus avant. Et c'est très dense, il pourrait avoir, comment dire, des développements, non? Et bien sûr, chaque question demande des livres, donc je te remercie pour être réussi. Bon, je te remercie à vous pour ces moments. Et donc, merci encore à Anna Christie Wiener Sosa, qui déjà, je n'ai pas posé la question sur un nom aussi long, sauf que je sais qu'en espagnol, les noms et les prénoms sont un roman, et ça sera pour une autre fois. Et donc, merci encore. Grand merci.